Bonjour, je suis Francis Duperron et il me fait plaisir de vous accueillir dans une nouvelle capsule de formation. La capsule d'aujourd'hui portera sur les espèces nuisibles. Une espèce est considérée comme nuisible lorsqu'elle affecte négativement la biodiversité des écosystèmes, l'équilibre écologique du milieu, la santé ou encore les activités humaines. Il en existe autant dans le monde végétal qu'animal. De plus, les espèces nuisibles peuvent être indigènes ou exotiques. Une espèce est considérée comme indigène lorsqu'elle pousse naturellement dans une région donnée sans aucune intervention humaine. Au contraire, les espèces exotiques sont des espèces originaires de régions éloignées. Les espèces floristiques les plus nuisibles sont sans doute les plantes exotiques envahissantes. Pour être considérées comme envahissantes, elles doivent être capables de coloniser rapidement un habitat et de devenir l'espèce dominante de celui-ci. Lorsque nous parlons de plantes exotiques envahissantes, nous parlons d'espèces venant de loin qui, par l'absence de compétiteurs ou de prédateurs naturels, monopolisent les ressources disponibles et entrent en forte compétition avec les plantes indigènes. À la base, ces espèces-là, souvent, possèdent des caractéristiques de croissance puis de reproduction extrêmement agressives puis très diversifiées dans leurs méthodes. En plus, souvent, l'humain, on leur facilite la tâche en venant perturber nos milieux naturels. Donc, on élimine les compétiteurs qui sont là naturellement, puis les espèces exotiques envahissantes viennent prendre leur place. Finalement, ils sont exotiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'elles ne viennent pas d'ici. Donc, quand elles arrivent dans un milieu, ces espèces-là n'ont pas leurs ennemis naturels. Puis les ennemis locaux, souvent, ne la connaissent pas. Donc, ça va prendre un certain temps avant qu'ils puissent avoir cette pression-là sur les nouvelles espèces. Les plantes exotiques envahissantes ont plusieurs impacts dans nos écosystèmes, même pour les sociétés. Le premier, là, c'est l'intégrité des écosystèmes, les services rendus. Une seule espèce exotique envahissante peut des fois modifier complètement un écosystème, venir tout débalancer. Il y a un gros impact qu'on voit souvent dans le monde agricole. Plusieurs types de récoltes peuvent être affectés par ces espèces-là. Même la santé des populations, des fois, qui est en jeu. On peut penser à la berce du Caucase, qui est extrêmement toxique juste au toucher. Dans le monde des aménagements paysagers également, on voit des complexités, des coûts d'entretien beaucoup plus élevés quand ces espèces-là sont présentes. Ça vient des fois même affecter nos loisirs. Par exemple, on peut penser au myriophylle api qui s'installe dans un plan d'eau, qui vient limiter les activités nautiques. Puis finalement, la présence d'une espèce exotique envahissante peut faire baisser de façon assez significative la valeur des terrains et des immeubles qui sont à proximité. Au Québec, plusieurs espèces sont déjà communes et menacent l'équilibre de nos écosystèmes. Parmi les plus problématiques, nous retrouvons la renouée du Japon, le myriophylle api et le roseau commun. Originaire d'Asie, la renouée du Japon a été introduite comme plante ornementale et s'est rapidement propagée dans de nombreux habitats naturels. Présente en abondance partout dans la région, la renouée du Japon prend rapidement le dessus sur les autres plantes qui l'entourent. Il est d'ailleurs extrêmement difficile de s'en débarrasser. Nous reconnaissons la renouée du Japon par ses tiges robustes, tachetées de rouge ou de brun et creuses d'un diamètre de 1 à 4 cm, semblables à des pousses de bambou. Cette herbacée vivace peut atteindre 2 à 3 mètres de haut au cours de l'été. Disposée en grappes, ses fleurs sont blanches et petites. Nous la retrouvons fréquemment en bandes riveraines, mais également en milieu forestier et sur les terrains résidentiels. Puisqu'elle est très compétitive, elle croît rapidement et peut former des colonies denses, à un point tel que très peu de plantes survivent sous son feuillage. En rive, elle est connue pour augmenter l'érosion du sol. Elle est capable de se reproduire à partir de minuscules fragments de tiges ou de racines. Il est donc primordial d'agir avec précaution lors de son contrôle pour ne pas augmenter sa propagation. De plus, les 2 tiers de la plante se retrouvent sous terre et ses racines peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est pourquoi l'éradication d'une colonie bien établie est quasi impossible et il vaut mieux la contrôler dès son apparition. Indigène en Eurasie et en Afrique, le myriophylle api est parmi les plantes exotiques envahissantes qui menacent les écosystèmes aquatiques du Québec. Le myriophylle api est une plante aquatique identifiable grâce à ses feuilles disposées sur la tige en groupe de 3 à 4 feuilles d'apparence plumeuse. Il est généralement retrouvé dans les lacs à une profondeur de 1 à 4 mètres, mais peut également atteindre des profondeurs de 10 mètres. Le myriophylle api se distingue par sa prolifération rapide. Un seul petit fragment de tige peut prendre racine et former un nouveau plant. Sous l'eau, les tiges se ramifient dans toutes les directions et produisent un tapis dense de végétation qui bloque la lumière aux plantes en dessous.
Une fois bien établie dans un plan d'eau, cette espèce contribue à l'appauvrissement de la diversité des plantes aquatiques, en plus de nuire à la baignade, à la pêche et à la navigation de plaisance. Aujourd'hui, on retrouve le myriophile à épis dans plus de 200 plans d'eau au Québec, dont le lac Saint-Charles. Sa méthode de propagation première est certainement l'activité humaine, car la présence de rampes de mise à l'eau pour les bateaux est un bon indice pour prédire sa présence dans un lac. Un fragment de tige peut survivre hors de l'eau jusqu'à 35 heures en restant pris dans certaines parties des embarcations, par exemple dans l'hélice du moteur, d'où l'importance de bien nettoyer son embarcation ou d'attendre 48 heures au sec lorsqu'on passe d'un lac à un autre. Originaire de l'Europe, la plante exotique envahissante que l'on voit le plus souvent le long de nos routes est sans aucun doute le roseau commun exotique ou phragmite exotique. C'est une graminée vivace, facilement reconnaissable par sa grande taille de 3 à 4 mètres de haut et ses fleurs ressemblant à des plumeaux de couleur variant jaune-vert au pourpre foncé. Elle se propage à l'aide de ses racines, de ses graines et de ses tiges rampantes. Elle se retrouve dans les marais, les tourbières, les fossés, les talus de route, les berges de cours d'eau et même dans les friches mal drainées. Une fois installée dans un milieu propice, une colonie de roseaux peut s'étendre sur des dizaines, voire même des centaines de mètres par année. De plus, un seul plant de roseaux commun peut produire chaque année entre 500 et 2000 graines qui arrivent à maturité à l'automne. Disséminées par le vent et l'eau, celles-ci peuvent être transportées sur 500 à 1000 mètres de distance, empruntant les corridors formés par les routes, les surfaces enneigées, les cours d'eau et les emprises hydroélectriques. Le roseau commun a un impact significatif sur l'aspect et l'intégrité des marais, puisque la densité de ses tiges, sa hauteur et l'abondance de matière végétale qu'il produit chaque année empêchent la croissance des autres plantes et transforment les habitats fauniques. Contrairement à la renouée du Japon, le roseau commun a des caractéristiques qui permettent plus facilement de prévenir sa propagation. Intolérant à l'ombre, il est possible de limiter sa croissance par la plantation d'arbustes et d'arbres. La coupe précoce des fleurs prévient aussi la dissémination des graines. Bien que très jolies à l'automne, leur utilisation à des fins décoratives doit être évitée ou faite avec grande précaution pour ne pas contaminer d'autres milieux. Prévenir l'introduction et la propagation des plantes exotiques envahissantes est le meilleur moyen de lutter contre celles-ci. Une fois l'espèce introduite, il est généralement difficile et coûteux de la contrôler. C'est pour toutes ces raisons que si on veut limiter l'introduction, la propagation des espèces exotiques envahissantes, il y a plusieurs bonnes pratiques à adopter. Je vais vous en nommer quelques-unes. La première, au niveau des plans d'eau, toujours important de bien nettoyer et inspecter les embarcations et les équipements nautiques, surtout quand on transfère d'un plan d'eau à un autre, afin de limiter l'introduction de nouvelles espèces. Au niveau des aménagements paysagers, c'est encore possible, malheureusement, dans les centres jardins, dans les pépinières, d'acheter plusieurs espèces exotiques. Peut-être que ces espèces exotiques-là, un jour, seront envahissantes. Donc, on recommande toujours d'essayer de favoriser l'achat d'espèces indigènes dans nos aménagements paysagers. Ensuite, si sur notre terrain, on a la présence d'une espèce exotique envahissante, bien, la gestion des débris va être très importante. Si, par exemple, je ne sais pas, on fauche de la renouée puis qu'ensuite on va l'épandre dans un milieu naturel, on va directement la propager. Donc, de s'assurer que les débris se ramassent aux bons endroits. Dans plusieurs municipalités, ça s'en va directement à l'incinérateur. C'est merveilleux de cette façon-là. Les citoyens peuvent aussi utiliser l'outil de détection qui s'appelle Sentinelle, donc une plateforme en ligne qui a été mise en place par le ministère, qui permet souvent la détection précoce des espèces exotiques envahissantes, ce qui nous permet, c'est toujours plus facile d'intervenir tôt dans une infestation. Parfois, une espèce exotique envahissante peut être tellement bien installée que ça va être très difficile, voire impossible de l'éradiquer. Dans ce temps-là, on va utiliser des stratégies de confinement. C'est qu'on va venir l'encercler, on va vraiment la confiner en faisant une plantation très serrée, très dense. On peut parler de 2 à 3 plants par mètre carré, 2-3 rangées autour de chaque colonie de plantes exotiques envahissantes. On va utiliser nos espèces indigènes. On a des espèces indigènes qui sont très performantes pour ces genres d'actions-là. On va avoir le saule, le sureau, le sapin, le tilleul, le conifère, les cornouillers également, qui sont des espèces vedettes pour ça. C'est des espèces qui poussent rapidement puis qui vont atteindre une hauteur égale, même des fois supérieure aux plantes exotiques envahissantes, qui va les empêcher de se propager. Les espèces fauniques nuisibles ne sont pas seulement des espèces exotiques. On a des espèces bien de chez nous, qu'on va dire des espèces indigènes, qui peuvent nous créer des problèmes. Ils vont déranger, ils vont être non appréciés. Dans ce cas-là, on va dire qu'ils sont nuisibles.
On a quelques beaux exemples qu'on peut parler. Par exemple, le castor. Le castor, qui est un animal qui est littéralement un ingénieur de son milieu naturel. Il crée des lacs, crée des milieux humides, il change des couverts forestiers. Donc, il y a vraiment un impact très grand. En milieu naturel, généralement, ces impacts-là sont bénéfiques. Par contre, quand on s'approche des villes, là, souvent, ça peut créer des problématiques un peu plus complexes. Il va y avoir des inondations, des routes qui sont brisées. Des fois également, certains aménagements paysagers peuvent être très affectés parce que le castor va venir faire une coupe très intensive. Dans ces situations-là, c'est sûr qu'on voit des fois des citoyens qui vont dire « je vais défaire des barrages ». Ce n'est pas des stratégies à adopter. Premièrement, le castor, en plus d'être ingénieur, est très travaillant. Fait que si on brise son barrage, on va juste l'encourager encore plus à couper plus d'arbres et à affecter encore plus le milieu. La plupart des municipalités où le castor est installé vont avoir des plans de gestion du castor. Donc souvent, si vous avez des problématiques de castor, vous allez avoir un très bon soutien de votre municipalité pour vous appuyer là-dedans puis trouver des actions concrètes. Un autre exemple d'espèces nuisibles que nous avons, ça peut être des goélands ou des bernaches qui vont des fois se retrouver en très grand nombre sur un plan d'eau. Et si ce plan d'eau-là est en amont d'une prise d'eau potable, leur présence va générer un nombre important de coliformes, ça va affecter la qualité de l'eau. On va avoir vraiment une problématique à corriger. Dans ces cas-là, on va utiliser des mesures d'effarouchement. Donc, on va venir déranger l'animal dans son comportement afin qu'il modifie ses habitudes après un certain temps. Des fois, c'est pas très long. Ces populations-là vont aller ailleurs, dans des endroits où leur impact va être moindre. Donc, on a changé leur habitude pour diminuer leur impact. Voici quelques bonnes pratiques à adopter afin de limiter les dégâts pouvant être créés par la faune. Ne pas nourrir les animaux. Cela peut modifier leur comportement et les inciter à rester dans un milieu. Leur présence en trop grand nombre peut ensuite créer des dommages ou des débalancements dans les écosystèmes. C'est le cas, par exemple, d'un regroupement de canards qui peuvent affecter négativement la qualité de l'eau. Favoriser des espèces indigènes, ignorer des cerfs en cas de surabondance. Ne pas transporter de bois de chauffage d'un endroit à un autre. Des insectes très nuisibles pour la forêt, comme la grille du frêne, pourraient se cacher dans le bois transporté. Il est fortement recommandé d'acheter votre bois localement. Ne pas introduire d'espèces fauniques dans la nature. Ne relâchez pas dans la nature et ne jetez pas dans les toilettes vos poissons, vos plantes d'aquarium et vos animaux exotiques, tels que vos tortues à oreilles rouges, car ils peuvent ensuite devenir des espèces envahissantes. Ne remettez pas à l'eau vos appâts de pêche. N'introduisez pas de nouvelles espèces dans un milieu, même si elle est indigène dans votre région. La notion d'origine est relative à l'échelle du territoire que l'on utilise. Une espèce indigène dans un type d'habitat précis, par exemple un plan d'eau, peut être exotique pour un autre. C'est le cas du brochet qui a été introduit dans plusieurs lacs du Québec où il n'était pas présent naturellement, ce qui a causé l'extinction d'autres espèces comme la truite. Pour conclure, que l'on parle d'espèces fauniques ou floristiques, il est primordial d'adopter de bonnes pratiques pour protéger nos milieux naturels et préserver la riche biodiversité du Québec. Après tout, les services écosystémiques rendus par la nature en dépendent et sont essentiels pour la survie de l'espèce humaine. Ne devenons pas nous-mêmes une espèce nuisible.